Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Les lampions du sommet États-Unis-Afrique se sont éteints jeudi ici à Washington, D.C. Un sommet qui offre aux pays africains de revitaliser leurs liens de coopération avec les États-Unis. Anthony Blinken appelle le Rwanda à user de son influence sur le mouvement rebelle M23. Cet appel intervient alors que le président congolais Félix Tshisekedi dénonce une agression déguisée via le Rwanda contre son pays. À la conquête d'une troisième étoile, la France de Kylian Mbappé et l'Argentine de Lionel Messi s'affrontent dimanche pour le titre de champion du monde à Doha. Mais bien avant, le Maroc et la Croatie se disputent demain samedi la médaille de bronze. Le point dans un instant dans notre rubrique consacrée à la Coupe du Monde. Le sommet des dirigeants africains et américains qui s'est tenu du 13 au 15 décembre ici même à Washington s'est conclu par la bonhomie et de grands objectifs de plusieurs milliards de dollars, plus la probabilité d'une visite de Joe Biden en Afrique subsaharienne. Le président américain a souligné à plusieurs reprises le profond engagement de son administration envers l'Afrique et a exhorté les dirigeants du continent à respecter la volonté de leur peuple. Anita Powell de la VOA a réalisé ce reportage relaté par Gaby Dorsey. Le président américain Joe Biden a conclu ce sommet États-Unis-Afrique en laissant entendre qu'il pourrait bientôt se rendre en Afrique. Comme je l'ai dit à certains d'entre vous, vous m'avez invité dans vos pays. J'ai dit, faites attention à ce que vous souhaitez, car je pourrais bien y aller. Et les parents pauvres se présentent toujours. Les riches ne répondent jamais à l'invitation. Les pauvres viennent et ils mangent votre nourriture et restent plus longtemps qu'ils ne le devraient. Eh bien, j'ai hâte de voir beaucoup d'entre vous dans vos pays d'origine. Une bonne blague venant du chef de la nation la plus riche du monde qui a vanté les plans américains de fournir 55 milliards de dollars d'aide à un continent aux prises avec l'insécurité alimentaire, l'inégalité et un héritage douloureux du colonialisme. Mais toute blague à part, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies a déclaré à la VOA qu'un voyage présidentiel en Afrique aurait un impact important. Ce sera une opportunité pour les peuples d'Afrique, quels que soient les pays, si le président décide de faire une telle visite, de voir réellement notre engagement envers eux. Ces grands gestes et ces grandes promesses contrastent avec la diplomatie plus calme qui a marqué ce sommet de 50 dirigeants africains, y compris des réunions entre le secrétaire d'État Anthony Blinken et les dirigeants de l'Éthiopie et du Congo, deux pays en conflit actif, et avec l'allié stable de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, et le géant de l'énergie de l'Afrique australe, l'Angola. Publiquement, Biden a affirmé son soutien à une plus grande représentation africaine au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU, sans ignorer leurs lacunes. Le sommet États-Unis-Afrique offre l'occasion aux États-Unis, ou plutôt aux États africains, de revitaliser leurs liens de coopération avec les États-Unis. Le Togo n'est pas en marge de cette opportunité. En effet, ce pays de l'Afrique de l'Ouest entretient avec les États-Unis des relations de coopération vieilles de plus de 60 ans. De Lomé, le reportage d'Amen Assignon. La coopération entre les États-Unis et le Togo remonte à 1960, au temps des indépendances. Depuis lors, les liens entre les deux pays se sont renforcés. Lomé collabore étroitement avec Washington pour dynamiser leur partenariat, que ce soit sur le plan économique à travers des accords commerciaux, sur le plan sécuritaire ou encore pour promouvoir la bonne gouvernance et des institutions démocratiques saines. Ce sommet tombe à point pour le Togo parce que le pays est en train de redynamiser ses relations avec les États-Unis depuis quelques années. Et l'avancée majeure qu'on a remarquée, c'est au niveau du MCA. Et je pense qu'en ce moment, avec ce sommet et les opportunités que cela offre, c'est l'occasion pour le Togo, au-delà de la coopération bilatérale,
de voir comment, par exemple, le secteur privé togolais peut profiter de ces ouvertures pour redynamiser le commerce, permettre des échanges plus pointus et aussi profiter des opportunités du marché américain qui sont énormes. Une ouverture au niveau du Togo aussi permettrait aux Américains de croire de plus en plus aux capacités d'investissement qu'ils peuvent faire dans ce pays. Sur un autre plan aussi, vous savez, notre pays, comme ses voisins sont menacés par l'extrémisme violent, le terrorisme, les États-Unis constituent une puissance qui peuvent appuyer de façon conséquente notre pays dans ce sens-là en termes de coopération militaire. Et je pense que sur ce plan-là, les annonces qui sont faites à Washington sont assez prometteuses. Outre la sécurité, l'une des retombées positives de ce sommet pour le Togo est son éligibilité au programme Compact du Millennium Challenge Corporation. En effet, le Togo vient d'être sélectionné pour bénéficier donc de ce programme de MCC qui constitue un élément important du Togo pour capitaliser ses progrès en termes économiques et de défendre ces avancées-là de progrès économiques afin de bénéficier davantage, de tirer profit davantage de ces relations commerciales que le Togo entretient avec les États-Unis. Certains analystes notent que cette éligibilité du Togo résulte des performances enregistrées par le pays en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption, de liberté économique, d'investissement dans le capital humain, et ce depuis 2016. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé. Merci Amen. Restons dans la sous-région, au Burkina Faso. Les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo fâchent les autorités. Le gouvernement burkinabé a convoqué urgemment l'ambassadeur du Ghana à Ouagadougou après que M. Akufo-Addo a évoqué un accord entre la junte burkinabé et le groupe russe Wagner. Également, Ouagadougou a rappelé son ambassadeur à Accra pour consultation. Une situation qui pourrait être qualifiée d'incident diplomatique entre les deux pays. Davantage avec Lamine Traoré. Quelques heures après les déclarations du président du Ghana, le gouvernement burkinabé a signifié aux diplomates ghanéens, selon un communiqué, qu'il désapprouve ces propos. D'aucuns parlent d'un incident diplomatique. On ne peut pas d'entrée de jeu parler de bruit diplomatique. Moi, je vais parler plutôt d'un incident. Et à partir de cet incident, c'était normal que l'ambassadeur du Ghana à Ouagadougou soit convoqué par le ministre en charge des Affaires étrangères et que l'ambassadeur du Burkina Faso à Accra soit rappelé pour consultation. Sinon, il y a un incident. Je ne vais pas qualifier les propos du président ghanéen, mais je trouve que dans les relations de bon voisinage, c'est inamical de tenir de tels propos vis-à-vis d'un pays ami qui plus est a des bonnes relations de coopération avec le Burkina Faso depuis, je vais dire, des dizaines d'années. Donc, le dire en ces termes n'est pas du tout amical. Selon le communiqué du gouvernement burkinabé, l'ambassadeur du Ghana à Ouagadougou a indiqué que les propos de son président ne visaient pas à condamner le Burkina Faso. Les propos du président ghanéen étaient au conditionnel, a indiqué le diplomate ghanéen. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine. Et en parlant de Wagner, le départ des derniers militaires français de la République centrafricaine serait lié au rôle grandissant du groupe paramilitaire russe dans ce pays en guerre civile depuis 2013. À Bangui, les habitants réagissent à ce départ. Dili Diko nous en dit plus. À Bangui, les activités continuent alors que les 47 derniers militaires français de la mission logistique ont décollé de l'aéroport de Bangui jeudi à bord d'un avion cargo. S'ils ont pris la décision de se retirer de la RCA, ils ont leur raison. Donc voilà, il implique maintenant aux autorités centrafricaines de prendre toutes les dispositions nécessaires, d'assumer la protection de toute la population de Bangui que celle des provinces. Donc il n'y a pas trop de commentaires à faire. Le départ de cet ex-bastion de la France en Afrique centrale intervient près de 4 mois après la sortie du Mali des militaires français. C'est un grand danger, un très très grand danger pour la population, c'est-à-dire sur le plan économique, plan politique, plan culturel et social. C'est un très très grand danger.
C'est ce que je peux affirmer. Mais pour d'autres Centrafricains, ce départ était inévitable. Quand les missions militaires viennent en République centrafricaine, c'est en appui aux forces armées centrafricaines. Et lorsqu'elles estiment que leurs résultats, leurs objectifs sont atteints en République centrafricaine, c'est tout à fait normal qu'elles se retirent, qu'elles rentrent chez elles. L'essentiel des 130 militaires qui composaient le contingent français avaient quitté la Centrafrique ces dernières semaines, selon l'armée française. À l'invitation du président américain Joe Biden, le président de la transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a pris part au sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu dans la capitale fédérale américaine du 13 au 15 décembre. On en parlait. Son régime est cependant critiqué par des élus américains qui dénoncent le coup d'État qu'il a porté au pouvoir, mais aussi la répression des manifestations du 20 octobre qui a causé la mort d'au moins 50 personnes selon un bilan officiel. Il a accordé une interview exclusive à VOA où il évoque, entre autres, les terribles événements du 20 octobre. Mohamed Oumfa, tout d'abord, lui a demandé ce qu'il en est du climat qui prévaut à N'Djamena. Aujourd'hui, le climat est calme et la transition poursuit son chemin. Parmi les 5 transitions qu'il y a en Afrique, je crois que nous sommes les plus en avance et nous sommes les plus exemplaires et nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons. Vous dites que la situation est calme, mais il y a quand même eu de nombreuses condamnations. Certains opposants, comme Succès Masra, ont quitté le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, Monsieur le Président, que l'opposition et la presse privée sont toujours libres de mener leurs activités? Écoutez, pendant 18 mois, nous avons tendu la main à tout le monde, à tous les partis politiques, à tous les politiques militaires. Pendant ces 18 mois, nous avons amnistié, nous avons pardonné, nous avons tendu la main pour dialogue. Beaucoup de Tchadiens ont accepté. La majorité ont accepté. Le parti dont vous faites référence, c'est un parti qui a été créé pendant la transition. Je l'ai rencontré plus de 8 fois pour le convaincre d'adhérer à ce processus pour la paix au Tchad. Mais je vis en lui une personne qui est très pressée, qui est pressée d'être au pouvoir. Il se prend pour le centre du monde, que sans lui, c'est le chaos. Et donc, avec ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on peut faire? L'essentiel est que la majorité des Tchadiens sont d'accord, ont accepté ces processus. Oui. Est-ce que vous avez un message pour tous ces jeunes qui sont sortis le 20 octobre pour manifester? Certains ont été condamnés, d'autres ont été relaxés. Ils se posent certainement des questions sur leur avenir et l'avenir du pays. Est-ce que vous avez un message pour tous ces gens-là? D'abord, il faut corriger une chose. Ce qui s'est passé le 20 octobre, c'est pas une manifestation, c'était un coup d'État. Une manifestation, c'est quoi? Ça commence d'un point A et ça finit à un point B. Une manifestation qui commence à 1h du matin et qui s'attaque à des édifices publics et biens privés, qui s'attaque avec des armes aux forces de l'ordre dans leur caserne, qui s'attaque à des personnalités politiques qui partagent pas leurs idées, n'est pas une manifestation. Et ces jeunes ont été instrumentalisés, endoctrinés, drogués. C'est des jeunes qui n'ont pas de perspective. Pendant ce temps, en RDC, Moïse Katumbi, chef de parti, homme d'affaires et ex-gouverneur du Katanga, dans le sud-est, a annoncé vendredi sa candidature à la présidentielle prévue en décembre 2023. Je suis candidat parce que j'ai une vision pour mon pays, a déclaré Moïse Katumbi chez nos confrères de RFI et de France 24, en jugeant chaotique le bilan de l'actuel président Félix Tshisekedi, qui a déjà fait savoir qu'il serait candidat à sa succession. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé ce jeudi le Rwanda à user de son influence sur le mouvement rebelle M23. Toutefois, Kigali a toujours nié un quelconque soutien au M23. Anthony Blinken dit soutenir pleinement l'accord de Luanda en vue de trouver une issue au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé après un entretien avec le président congolais Félix Tshisekedi. Suivant. C'est un accord important et s'il est mis en œuvre, je pense que cela offrira une opportunité formidable pour mettre fin au conflit.
Et, espérons-le, apporter une stabilité durable dans l'est de la RDC. Une grande partie de cela dépend du retrait du M23 et nous attendons du Rwanda qu'il use de son influence sur le M23 afin d'encourager cela et de faire avancer les choses. Et puis, une dizaine de journalistes américains, dont certains de CNN, du Washington Post ou du New York Times, ont été suspendus du réseau social Twitter. Certains avaient tweeté à propos de la décision prise mercredi par Twitter de suspendre le compte qui rapportait les trajets du jet privé d'Elon Musk. Le patron du réseau social a indiqué que les comptes impliqués dans la divulgation sur Internet des informations personnelles relatives à un individu sans son accord seront suspendus temporairement pour 7 jours, précisant que ces règles s'appliquent aux journalistes comme à n'importe qui d'autre. L'Union européenne a menacé de sanctions Elon Musk à la suite de ces suspensions. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Et vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre. Pour cette seconde partie, nous émettons en direct de Washington, D.C. À Washington, D.C., justement, créée en 1949, l'administration des services généraux des États-Unis a géré plus de 480 bâtiments historiques. La capitale fédérale, Washington, D.C., prend le plus grand soin de son patrimoine architectural. Nathalie Barge est allée à la rencontre d'une équipe de construction sur un chantier de rénovation de bâtiments. Conçu par l'architecte Marcel Breuer du mouvement Bauhaus dans les années 60, le bâtiment Robert Weaver, qui est le siège du département du logement et développement urbain, est inscrit au registre national des lieux historiques. Il y a quelques années, le bâtiment a commencé à poser un problème de sécurité. Nous avons constaté que certains panneaux de pierre semblaient désalignés. La GSA s'est donc efforcée d'examiner ce qui causait ces problèmes. Il s'agit donc d'enlever tous ces lourds panneaux de granit et de les raccorder à un nouveau système d'ancrage en acier inoxydable. Nous avons dû personnaliser la conception de l'ancrage pour la plupart des 575 pierres sur chacune des extrémités de la façade. On a affaire à des pierres qui peuvent peser plus de 180 kg pour les plus petites, jusqu'à plus de 900 kg pour celles de grande taille. Ce projet implique l'intervention d'ouvriers spécialisés. J'aime vraiment ça. C'est super gratifiant, juste de voir quelque chose qui est détérioré, pouvoir le retaper et savourer la beauté du résultat. Les ouvriers peuvent installer entre 3 à 5 pierres par jour. La durée de rénovation des 4 extrémités est estimée à environ 6 ans pour un bâtiment construit en moins de 4 ans. Nous dépensons 11 millions et quelques pour 3 angles. Mais depuis le début, y compris toutes les études, avec le premier angle qui est terminé, nous avons dépensé environ 20 millions. Dalton Voorhees et Donnie Crosby sont harnachés au 9e niveau. Ils tentent de replacer une pierre angulaire sur la colonne centrale, ce qui n'est pas sans difficulté. Un autre défi auquel nous avons été confrontés était d'ignorer l'espace entre les panneaux de granit et le substrat en béton jusqu'à ce que tous les panneaux soient retirés du mur. En zone urbaine, les constructeurs sont confrontés au manque d'espace pour installer leur chantier.
L'un des défis les plus considérables était l'espace réduit du site où il y a très peu de place pour faire circuler 570 panneaux de granit. Nous avons ainsi conçu, sur mesure, un échafaudage et une plateforme au-dessus du niveau de la rue pour faciliter le projet. Nous devons coordonner avec les gars du parc où les pierres sont stockées et ils doivent les faire sortir et les ramener en remorqueur. Nous devons bloquer le trafic autour de l'échafaudage et une fois sur le pont ici, nous devons les déplacer. L'installation de l'échafaudage de près de 50 mètres de hauteur a duré 6 semaines. Quant au filet de 1200 mètres carrés, il aura fallu mobiliser 8 ouvriers pendant 2 jours pour le fixer. Fait remarquable, au moins 3 femmes cadres travaillent sur ce chantier. Il n'y a pas si longtemps, j'étais la seule femme à assister aux réunions. Et c'est vraiment un plaisir de voir qu'il y a tant de femmes qui entrent dans le domaine de l'ingénierie et de la construction. C'est bien d'avoir des femmes pour ce chantier et j'espère qu'à l'avenir, hommes et femmes travailleront ensemble dans de nombreux projets de construction. TTG est un business dirigé par une femme, donc pour nous, ce n'est pas extraordinaire. C'est agréable d'effectuer un si bon travail au sein d'une équipe inclusive. Aux États-Unis, 13% des entreprises de construction appartiennent à des femmes et elles sont environ 10% à occuper des postes de direction dans cette industrie. Des chiffres encore faibles, mais en très forte progression, selon le Bureau américain des statistiques du travail. Un générique qui ne trompe pas. Place maintenant au sport et nous ouvrons notre rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde. Yacouba Ouedraogo est là, c'est la dernière semaine. Nous ne sommes plus qu'à 2 jours de l'apothéose de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonsoir John et bonsoir à tous. Malheureusement, ça va si vite, effectivement. Ça se joue dimanche à 15h, temps universel, en 2 pays. La France, championne du monde en titre, et l'Argentine, championne de l'Amérique latine. 2 pays en quête d'une 3e étoile à accrocher à leur maillot. L'avant-match avec Gabi Dorsey. Une 3e étoile pour un jeu et la revanche de ce qui fut peut-être le plus beau match du Mondial 2018. La France et l'Argentine s'affrontent pour le titre de champion du monde au stade Lusail à Doha. Les 2 équipes ont semblé sur des trajectoires divergentes. Clairement ascendante pour le champion d'Amérique du Sud, passé tout près de l'élimination en phase de poule après sa défaite initiale contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine est montée en puissance jusqu'à écarter avec autorité, disons-le, la Croatie en demi-finale. Jusqu'ici, l'Albiceleste a pu compter sur son capitaine, Lionel Messi, en pleine forme, buteur autant que passeur pour son nouveau compère de l'attaque, le jeune Julián Álvarez. Les 2 en sont à 9 buts, comme le duo français Kylian Mbappé-Olivier Giroud. À Buenos Aires, les supporters argentins sont partagés entre espoir et peur. Je pense que tout le monde ressent la même chose. Nous sommes très euphoriques. Nous voulons que le dimanche arrive. Mais en même temps, nous avons peur. Mais nous sommes impatients de la gagner. En face, convaincant en poule, dominateur en 8e contre la Pologne, résilient et clinique contre l'Angleterre en quart, les Bleus sont apparus à la peine mercredi en demi-finale contre le Maroc. Les supporters sont néanmoins optimistes. La 3e étoile dimanche. Ça va être très dur contre l'Argentine, mais je pense qu'on a les moyens. On a une vraie défense. Et au niveau de l'attaque, quand ça joue bien, c'est imparable. Le sélectionneur Didier Deschamps s'est toutefois montré rassurant sur la présence d'Adrien Rabiot, forfait en demi-finale, mais qui a fait son retour à l'entraînement jeudi, tout comme du défenseur central Dayo Upamecano. En quart comme en demi, la solution française n'est pas venue de son prodige Kylian Mbappé, preuve que la clé au match peut venir de partout. En cas de victoire, la France deviendra la première équipe à conserver son titre depuis 60 ans et le doublé du Brésil de Pelé en 1958 et 1962. Il y aura un match. Dans ce match, celui entre 2 coéquipiers en club au Paris Saint-Germain, le vétéran argentin Lionel Messi et son probable successeur français Kylian Mbappé. Michel Joseph raconte. Cette finale peut écrire un peu plus la légende de Lionel Messi en offrant au petit génie argentin le seul titre qui lui manque, mais aussi le plus grand.
celui que Diego Maradona a apporté en 1986 à l'Argentine, pays dingue de foot qui avait été sacré une première fois en 1978. Dans une équipe où aucun joueur ne lui arrive à la cheville, Messi rêve de mener l'Argentine à la victoire pour enfin égaler Diego Maradona. À 35 ans, c'est probablement la dernière chance pour la Pulga de devenir champion du monde. Après 4 éditions sans marquer dans la phase à élimination directe, il a enfin effacé cette incompréhensible statistique pour un des meilleurs joueurs de l'histoire. Un signe peut-être que ne voudrait pas voir celui qui peut s'asseoir à ses côtés, Kylian Mbappé. À 23 ans, le prodige français rêve de vivre une épopée, remporter une 2e Coupe du Monde comme Pelé avant lui, même si le Brésilien a vite dû renoncer au Mondial 1962 sur blessure. Mbappé avait été le grand bonhomme du triomphe de la France contre l'Argentine en 8e de finale en 2018, 4-3, quand Messi avait été décevant. Cette année, la Pulga a toujours répondu présent jusqu'ici et les 2 coéquipiers en club totalisent le même nombre de buts, 5 réalisations chacun. Voilà, que ce soit Messi et l'Argentine ou Mbappé et la France qui l'emportent, pour le président de la FIFA, ce mondial a été véritablement indisputé et révèle une progression du football. Regardez. Des équipes de tous les continents sont passées à la phase à élimination directe, ce qui montre qu'il se passe quelque chose lorsque nous parlons du football qui devient vraiment mondial. Pour la première fois, une équipe africaine, le Maroc, une équipe arabe également, a atteint le stade de demi-finale à la Coupe du Monde. Donc, encore une fois, félicitations. Nous avons aussi pour la première fois une femme qui a arbitré un match, Stéphanie Frappard de la France. Yacouba, en dehors de cette finale-là, avant ce match au sommet, dimanche, la petite finale mettra aux prises demain samedi la Croatie et le Maroc. Tout à fait, John. Le statut de héros immortel, les joueurs marocains l'ont déjà acquis. Les Lions de l'Atlas sont les premiers à mener une sélection africaine dans le dernier carré. Reste à savoir si leur corps usé quand même par leur splendide campagne répondront encore présents pour monter sur le podium. Leur capitaine et défenseur Romain Saïs, blessé à une cuisse, et lui d'ores et déjà forfait. En face, cela devrait être le dernier match dans une Coupe du Monde pour Luka Modric qui avait mené à la finale la Croatie en 2018 à la surprise générale. Son coéquipier, Andrej Kramaric, assure que la motivation de son équipe ne baissera pas car gagner une médaille fait bien sûr des joueurs des héros immortels. Voilà, c'est ici que nous allons refermer cette rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, on se retrouve lundi pour le point sur cette Coupe du Monde Qatar 2022. Mais bien avant, dès demain samedi, vous aurez droit à notre dernier numéro du MAG de la Coupe du Monde. C'est à 18h45 temps universel sur nos radios et télévisions partenaires, ainsi que sur notre site voafrique.com, sur YouTube et nos plateformes sociales, dont Facebook notamment. John, merci. Voilà, Yacouba, on ne reste pas ici. On va mettre fin, nous aussi, à ce journal. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée et bon week-end de foot. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très